Un millionnaire suit sa serveuse pendant 7 jours, la regardant emporter les restes du restaurant. Lorsqu'il découvre où elle va, il voit une vérité qui brise son monde et se souvient du garçon affamé qu'il était autrefois. Un seul choix va tout changer. James Harrison a appris ce qu'était la faim à l'âge de 6 ans. Pas le genre de faim qui vient de sauter le déjeuner ou d'attendre trop longtemps entre 2 repas. La vraie faim. Celle qui ronge l'estomac comme une chose vivante, qui vous donne le tournis à l'école, qui vous apprend à boire de l'eau pour combler le vide parce qu'il n'y a rien d'autre. Sa mère, Margaret, travaillait 3 emplois depuis que son père avait disparu. Elle nettoyait des bureaux à l'aube, servait en salle à midi et remplissait des rayons jusqu'à minuit. Parfois elle rentrait si fatiguée qu'elle s'endormait debout, oscillant comme un arbre dans le vent. Et parfois, plus souvent qu'un enfant ne devrait s'en souvenir, elle partageait un seul repas entre eux et prétendait avoir déjà mangé. « J'ai bien déjeuné, mon chéri », mentait-elle en le regardant dévorer les quelques restes qu'il pouvait se permettre. « Mange, toi. Les garçons en pleine croissance ont besoin de nourriture. » Il avait maintenant 43 ans. 25 ans s'étaient écoulés depuis qu'il l'avait enterré. Un cancer détecté trop tard parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de manquer le travail pour aller chez le médecin. 25 ans depuis qu'il avait juré sur sa tombe qu'il ne serait plus jamais pauvre, plus jamais impuissant, plus jamais affamé. Et il avait tenu cette promesse. James avait bâti un empire à la force de son ambition et de sa détermination sans faille. 7 restaurants à travers la ville, chacun rutilant et rentable. Un Penthouse avec des fenêtres du sol au plafond. Une voiture de luxe qui coûtait plus cher que la maison de son enfance. Une montre à son poignet valant 80 000 $, plus que ce que sa mère avait gagné lors de sa meilleure année. Il avait tout. Et il avait oublié comment voir la seule chose qui comptait vraiment. Jusqu'à elle. Le lierre était rugueux dans le dos de James alors qu'il se plaquait contre le vieux mur de briques. Son cœur de 43 ans battait, comme s'il commettait un crime. Son costume marine sur mesure, doublé de soie, lui semblait soudain être un déguisement. La chemise blanche impeccable en dessous collait à sa peau malgré le col déboutonné censé suggérer une confiance désinvolte. Son pochette était parfaitement positionnée. Sa montre de luxe captait la lumière de l'après-midi. Tout en lui criait le succès. Tout en lui était un mensonge. Depuis 7 jours, il la suivait. 7 jours à regarder une femme en blouse médicale bleue arriver à la porte de service de son restaurant exactement à 15h47. 7 jours à la regarder trier soigneusement ce que son personnel jetait. Des pâtes à peine touchées, des steaks entamés, des panières de pain abandonnées après un seul petit pain, des salades renvoyées parce que la vinaigrette était à part au lieu d'être mélangée. Ses managers l'avaient signalé le 3e jour. « Monsieur, quelqu'un prend de la nourriture dans les poubelles. Devons-nous appeler la police ? » « Non », s'était-il entendu répondre. « Je vais m'en occuper personnellement. » Mais il ne s'en était pas occupé. Il avait observé, suivi, se cachant, parce que quelque chose dans sa façon de se mouvoir, prudente, déterminée, digne, lui rappelait quelqu'un. Quelqu'un dont il avait passé 25 ans à essayer d'oublier le visage parce que ce souvenir faisait trop mal. La femme avait entre 35 et 40 ans, bien que les épreuves eussent creusé des rides autour de ses yeux qui laissaient penser qu'elle avait vécu bien plus longtemps que son âge. Sa peau brun foncé semblait absorber la lumière de l'après-midi, et ses cheveux noirs étaient tirés en une queue de cheval serrée et pratique. Elle portait de brillants gants en caoutchouc jaune, le genre bon marché vendu dans les magasins à $1, et elle traitait la nourriture mise au rebut avec plus de soin que ses riches clients n'en accordaient à leur propre repas. Elle ne se pressait jamais, ne saisissait jamais frénétiquement les choses. Elle sélectionnait avec soin, vérifiant chaque article, les plaçant avec révérence dans 2 grands sacs en plastique translucides. Comme si c'était un trésor, comme si c'était de l'espoir, comme si c'était de l'amour rendu visible. James serra son smartphone plus fort, les jointures blanches. Il avait bâti sa fortune en prenant des décisions difficiles. Il avait licencié 3 employés pour exactement ce que cette femme faisait, prendre de la nourriture sans permission. Du vol, l'avait-il appelé. Une responsabilité, des violations des normes sanitaires. Mais alors qu'il a regardé commencer son voyage le long d'un chemin de terre qu'il n'avait jamais su exister dans sa ville, quelque chose dans sa poitrine se fissura. Elle ne volait pas. Elle survivait. 40 minutes. Elle marcha pendant 40 minutes à travers des quartiers qui se dégradaient à chaque pas, devant des maisons qui devenaient des cabanes, devant du bitume qui devenait de la terre battue, devant la version de sa ville pour laquelle il avait payé très cher pour ne jamais avoir à la voir. Ses chaussures en cuir italien, valant 1500 $, se couvraient de poussière à chaque pas qu'il faisait derrière elle. Son costume marine attirait les regards des gens assis sur leur Porsche, leurs yeux le jaugeant, calculant ce qu'il représentait, l'argent, le pouvoir, le monde qui les avait oubliés. James gardait ses distances, la honte lui brûlant la gorge. Que faisait-il là?
Que espérait-il trouver? Et puis il la vit. La cabane apparut comme une blessure. Des plaques de tôle ondulées assemblées en patchwork, des murs qui semblaient tenus ensemble par le désespoir, un toit qui devait laisser passer la pluie. Ce n'était pas la pauvreté. C'était le bord du néant, l'endroit où les gens tombaient à travers les failles du monde dans lequel il avait bâti sa fortune. La femme s'en approchait d'un pas régulier, les 2 sacs translucides se balançant à chacun de ses pas. Les gants jaunes étaient d'une luminosité impossible contre la désolation qui l'entourait. Puis la porte s'ouvrit. Il était petit, entre 5 et 7 ans, estima James. Son t-shirt avait été blanc autrefois, mais avait viré au gris, pendant mollement sur son corps frêle. Son pantalon était trop grand, maintenu à la taille par une corde. Ses pieds étaient nus, poussiéreux à cause du sol en terre battue à l'intérieur. Mais c'était son visage qui détruisit James. Les yeux du garçon portaient une expression que James reconnaissait dans les miroirs d'autrefois. L'espoir prudent d'un enfant qui avait appris que les bonnes choses étaient temporaires. Qui avait appris à être reconnaissant pour des miettes. Qui avait appris que l'amour arrivait parfois dans des sacs en plastique translucides, portés par des mères épuisées et des gants jaunes. L'enfant ne courut pas, ne cria pas, ne joua pas. Il se tenait simplement dans l'embrasure de la porte avec le genre d'immobilité qui vient de la faim, de l'attente, d'avoir appris trop jeune que la patience était une question de survie. La femme en blouse bleue posa un sac et tendit sa main gantée de jaune. Le garçon la prit immédiatement, automatiquement, et ensemble ils disparurent dans l'obscurité de la cabane. Et James Harrison, millionnaire, mogul de la restauration, homme qui avait passé 25 ans à fuir son passé, tomba à genoux dans la poussière parce qu'il comprit enfin ce qu'il avait pourchassé pendant 7 jours. Il avait pourchassé le fantôme de sa mère, son propre fantôme. Le souvenir d'une femme qui s'était tuée à la tâche pour nourrir son fils. Le souvenir d'un garçon qui mangeait pendant que sa mère faisait semblant de ne pas avoir faim. Cette femme était sa mère. Ce garçon, c'était lui. Et le costume coûteux qu'il portait était l'armure qu'il avait construite pour ne plus jamais ressentir cette douleur. Sauf que l'armure ne l'avait pas protégé. Elle l'avait aveuglé. James ne se souvint pas s'être levé, ne se souvint pas avoir avancé, mais soudain il était là. À 3 mètres de la cabane, de la poussière sur ses chaussures à $1500, des larmes sur le visage qui lui avaient probablement coûté sa dignité. La femme surgit de l'embrasure et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de peur, mais avec la reconnaissance de quelqu'un qui sait que sa chance vient de tourner. Sa main bougea instinctivement vers sa poitrine, protectrice. « S'il vous plaît, dit-elle, et sa voix se brisa sur le mot. « S'il vous plaît, je ne prends que ce qui était gaspillé. Je fais très attention. Je le cuisine correctement, pour mon fils. » Elle s'arrêta, réalisant peut-être que les aveux étaient dangereux. « Comment il s'appelle » demanda James. Sa voix n'était qu'un murmure. Elle cligna des yeux, déstabilisée. « Quoi ? Votre fils. Son prénom ? Samuel. » Elle souffla. « Il a 6 ans. » 6 ans. Le même âge qu'avait James quand il avait appris que le dîner n'était pas garanti. Quand il avait appris que l'amour signifiait sacrifice. Quand il avait appris que sa mère se tuait pour le garder en vie. James sentit quelque chose dans sa poitrine, figé depuis 25 ans, se briser enfin. « Ma mère s'appelait Margaret, » dit-il, surpris de pouvoir parler. Elle travaillait 3 emplois. Elle rentrait si fatiguée qu'elle pouvait à peine tenir debout. Et elle me donnait sa nourriture en faisant semblant d'avoir déjà mangé. Sa voix se fissura. Je savais qu'elle mentait. Même à 6 ans, je le savais. Mais j'avais tellement faim que je mangeais quand même. Et je me suis haï pour ça chaque jour depuis sa mort. Le visage de la femme s'adoucit, la compréhension se faisant jour. Je suis le propriétaire du restaurant, continua James. Et je vous ai suivi pendant 7 jours parce que vous regardez marcher sur ce chemin, me rappeler quelque chose que j'avais passé 25 ans à essayer d'oublier. Vous m'avez rappelé que j'avais bâti ma fortune sur la promesse de ne plus jamais avoir faim. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé d'être capable de voir la faim chez les autres. Il prit une inspiration, goûtant le sel de ses larmes. Vous ne prendrez plus mes restes, dit-il, la regardant commencer à s'effondrer. Parce que dès demain, vous travaillez pour moi. Vrai salaire, avantages sociaux, couverture santé, et tous les repas que vous et Samuel pouvez manger. Des repas frais, préparés avec dignité, emballés avec amour. Silence. Samuel apparut dans l'embrasure, ses yeux de 6 ans allant de sa mère à cet étranger en pleurs dans le costume marine coûteux. James remarqua immédiatement la peau claire du garçon, ses cheveux clairs captant la lumière déclinante du soleil. Samuel était blanc. Sa mère, Grace, était noire. Et James comprit en un instant les couches de son histoire qu'il n'avait pas vues auparavant.
Grace élevait seule son fils biologique, un enfant métis dont le père blanc les avait probablement abandonnés tous les deux. Peut-être qu'il ne supportait pas le jugement des autres. Peut-être que sa famille les avait rejetés. Peut-être que le poids d'élever un enfant métis dans un monde encore cruel à ce sujet était devenu trop lourd. Quelle qu'en soit la raison, Grace se retrouvait maintenant seule, portant non seulement le fardeau de la pauvreté, mais celui d'être une mère noire célibataire d'un enfant à la peau claire qui ferait face toute sa vie à des questions sur pourquoi il ne lui ressemblait pas. Et pourtant, elle marchait 80 minutes chaque jour la tête haute, portant des gants jaunes et de l'amour dans des sacs en plastique, s'assurant que son fils ne ressente jamais le poids d'un monde qui questionnait leur appartenance commune. James se pencha, ignorant ses genoux protestants, et croisa le regard du garçon. « Ta maman est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » dit-il doucement. « Elle porte le poids du monde dans ses gants jaunes, et elle le fait avec plus de grâce que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. Tu as de la chance de la voir. » Quand il se releva, la femme pleurait, des larmes silencieuses traçant leur chemin dans la poussière sur ses joues. « Je ne connais même pas votre prénom, » dit James. « Grace, chuchota-t-elle. « Je m'appelle Grace. » James rit, un son brisé et magnifique à la fois. Bien sûr que oui. 6 mois plus tard, James portait toujours des costumes marines et des montres de luxe, possédait toujours cet restaurant et conduisait une voiture coûteuse. Mais chaque jour à 15h47, il s'assurait que Grace quittait le travail avec des sacs de nourriture. Pas des déchets, mais des repas soigneusement préparés, emballés avec dignité. Et chaque dimanche, il s'asseyait à une table modeste dans l'appartement dans lequel il les avait aidés à emménager, dînant avec Grace et Samuel, apprenant que la vraie richesse ne pouvait pas se mesurer en solde bancaire.